Cela fait quelques jours que je cherche sur le web, mais je n'ai toujours rien trouvé de tangible sur les démons. Je ne parle pas des monstres, des fantômes ou autres entités maléfiques sortant des livres pour enfants, ni même des creepypastas contés par des youtubeurs en manque de vie sociale, non. Je parle de vrais démons. Je ne sais pas si j'y crois, mais je ne vois aucune explication logique à ce qu'il m'est arrivé. Avez-vous déjà été témoin d'un braquage de banque ? Moi oui. Je travaille à la Banque de France, et mon boulot consiste à regarder des caméras de surveillance qui y sont installées pendant les heures d'ouverture. Vous savez, quand vous regardez le monde à travers ces écrans de surveillance toute la journée, vous commencez à remarquer des choses. Par exemple, la blonde qui vient tous les jeudis pour flirter avec l'agent de sécurité à l'entrée. Le sans-abri qui tente sans cesse d'ouvrir un compte avec une pièce de monnaie qu'il a trouvée par terre dehors. Les traders en costume 3 pièces, debout dans leur coin près des panneaux d'affichage, les yeux rivés sur le cours actuel de la bourse. Et puis ces hommes sombres que je n'ai jamais vus auparavant. Ces inconnus étaient ceux qui se démarquaient le plus en ce jour particulier, et les quelques jours suivants d'ailleurs. Les agents de sécurité ne les ont jamais remarqués, pas plus que les autres clients ni les employés. Ils étaient juste là, en train d'observer l'intérieur de la banque, attentivement, tout comme moi dans ma cabine de surveillance. Mais c'est le 5e jour de leur venue que les choses ont pris une tournure pour le moins étrange. Ils étaient là une seconde, puis la caméra est devenue noire. Lorsque le système a redémarré, ils étaient partis, volatilisés. Mais personne n'avait quitté le bâtiment. Vous savez, il y a un bip à chaque fois que la porte d'entrée de la banque s'ouvre. Mais là, c'était le silence complet. C'est comme s'ils avaient disparu. À partir de ce moment-là, je ne les ai jamais revus. Mais il s'est passé des choses que je n'aurais jamais voulu voir. L'atmosphère était devenue différente, malfaisante je dirais. Une impression de mal-être stagnait dans le bâtiment, comme si elle avait imprégné les murs de la banque. Puis j'ai remarqué que certaines choses avaient changé. La blonde qui draguait sans cesse l'agent de sécurité est rentrée dans la banque sans même lui jeter un regard. Le sans-abri qui venait tous les jours à la même heure dans l'espoir d'ouvrir enfin son compte n'était pas venu aujourd'hui. Tout semblait sonner faux, comme une symphonie jouée avec des instruments mal accordés. Cette comédie a continué pendant de longues minutes, jusqu'à ce que la blonde sorte de son sac à main Louis Vuitton, un revolver, en l'agitant vigoureusement sous le nez de l'agent de sécurité et des clients. Depuis ma cabine, on n'entendait aucun son, car les caméras de surveillance ne sont pas équipées de microphones. Mais on pouvait lire la terreur sur le visage des gens restés dans le hall. J'étais là, assis sur ma chaise de bureau, à regarder les flashs à l'écran, produits par les détonations du pistolet. Le sang se déversait hors des corps sans vie des clients pour inonder le sol. Mais la blonde souriait. Elle souriait, d'un sourire malsain. J'avais tellement peur sur le moment que mon corps s'est figé. Les quelques clients survivants ont couru vers la porte d'entrée, tentant d'échapper à ce monstre déguisé en femme frêle. Mais ils se sont vite aperçus qu'elle était bloquée par une voiture garée devant. En zoomant avec l'une des caméras de surveillance, j'ai pu identifier le chauffeur. Et j'étais stupéfait par ce que j'ai vu. Le conducteur était l'homme sans abri, celui de d'habitude. Il est sorti de la voiture, avec un autre pistolet à la main. Il le pointa vers la porte et ouvrit le feu. J'ai détourné le regard à ce moment-là, sachant que c'était les derniers instants des survivants. Il ne restait plus personne dans la banque, à part moi, le directeur et ces 2 psychopathes. Le directeur de la banque m'avait rejoint dans ma cabine en catastrophe, ne sachant pas où se réfugier, mais il ne tenait pas en place. Il voulait ressortir et aller confronter les 2 braqueurs. Et je l'ai supplié de ne pas le faire, car à la seconde où j'ai vu ces personnes, je savais qu'il n'y avait aucun moyen de les raisonner. Elles n'étaient pas venues pour parler, ni même pour l'argent d'ailleurs. Elles étaient venues pour autre chose. Et il était évident que le directeur allait se faire tuer. Mais il m'a dit qu'il était de son devoir d'aller tenter de les raisonner. Et il a quitté la pièce, d'un pas sans conviction. Il doit vouloir quelque chose. Je dois le faire. Ce sont les derniers mots qu'il a prononcés devant moi. Sur ce, il a quitté la pièce, puis s'est dirigé vers le hall d'entrée. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester caché et le suivre du regard sur les écrans de sécurité.
priant pour qu'il ne vienne pas jusqu'à moi. Le directeur est arrivé dans le hall, les mains en l'air, la tête baissée. Il n'a même pas eu le temps de prononcer un seul mot, que les balles ont traversé son costume, son torse, sa tête, et se sont écrasés sur le mur derrière lui, en laissant une énorme trace de sang. C'était un père de famille. J'ai continué à regarder, les yeux larmoyants. Je ne sais pas pourquoi je m'infligeais ça, mais c'est comme si j'étais forcé de regarder, par quelque chose d'invisible. Une voix dans ma tête me disait de garder les yeux ouverts. Je ne peux pas expliquer ce qu'il s'est passé ensuite. Je peux juste vous décrire ce que j'ai vu, ou ce que je n'aurais pas dû voir. J'ai vu le sans-abri entrer dans la banque, marchant sur les corps déchiquetés des adultes et des enfants, jonchant le sol, criblé d'impacts de balles. Lui aussi s'est mis à sourire lorsque l'hémoglobine trempait ses pieds. La blonde aussi avait l'air contente, pistolet au poing. Elle s'est tournée vers l'homme et a tiré, encore et encore, contre son complice. Ça n'avait aucun sens. J'étais en état de choc, pas à cause de la fusillade, non. Parce que le sans-abri, lui, il continuait à marcher, en souriant. Comme si les balles ne lui faisaient rien, alors que clairement il saignait. Il y avait des trous à travers sa poitrine. La blonde s'est mise à rire. Je sais pas pourquoi. Puis ils se sont arrêtés, secs. Ils étaient recouverts de sang, de la tête aux pieds. Puis la blonde se retourna pour faire face à la caméra et se dirigea vers elle. Elle a regardé la caméra comme si elle savait que je la surveillais. Il lui manquait une grande partie de sa mâchoire inférieure. Et c'est comme si elle me regardait moi. Elle a essayé de sourire une dernière fois, et ses yeux ont noirci. J'ai cru que c'était un bug de la caméra. Mais ils sont restés noirs pendant quelques secondes. Puis 1 minute. Puis 2. Avant que la caméra ne s'éteigne complètement. Le système a redémarré. Et l'homme et la femme étaient par terre, morts. Je comprends rien. Mais j'ai aperçu un truc dans le coin de la pièce. Vous savez les hommes bizarres que j'ai mentionnés au début? Ils sont réapparus à ce moment-là. Ouais. Pif. Ils se sont volatilisés. Mais j'ai l'impression qu'ils m'ont fait un truc avant de partir. Pendant que je les regardais. Putain, personne veut me croire. J'ai perdu mon job, moi. Plus de job. Plus d'argent. Plus de quoi payer le loyer. Je suis à la rue maintenant. Et... à chaque fois que je vois une pièce, par terre, je sais pas, j'entends une voix qui me dit qu'il faut que j'aille dans une banque pour la déposer. C'est en train de m'arriver, c'est ça. J'ai entendu qu'il était arrivé à peu près la même chose à des gosses qui traînaient sur internet en regardant un site à la con, genre Omegle ou une connerie comme ça. Je veux pas finir comme eux, moi. Par contre, c'est bizarre, j'ai comme envie de retourner à la banque de mon quartier. Je sais pas, peut-être que j'irai en voiture. J'ai un pistolet aussi. Ça pourrait être marrant.